Alors merci pour cette invitation et ce positionnement là juste après l'intervention d'avant, ça va être très complémentaire. Alors moi j'allais parler de démarche de conception, sauf que la mienne n'était pas du tout structurée. Donc je suis contente de voir que voilà, il y a une démarche bien plus structurée et que je pourrais intégrer aussi dans les cours qu'on va donner ensuite aux futurs psychologues du travail et ergonomes dans lesquels j'interviens. Donc moi, j'ai fait un retour d'expérience sur 4 années de projets qui sont des collaborations pluridisciplinaires, alors plutôt avec des sciences de l'ingénieur et des programmateurs, donc autour de 4 projets, 2 projets qui sont finis ou qui sont en cours de se terminer et un projet qui est en cours. Et puis plusieurs séminaires de clôture de projet, donc qui permettent aussi de faire des petits bilans. Voilà, donc celui qui est fini, c'est le Proc4U qui a dû être en fait en même temps que Hector. Et j'avais pas de doctorant, j'avais un post-doctorant, et donc c'est moi qui présente. Voilà. Donc quand on arrive sur un projet, on fait des définitions. Donc moi très vite, je me suis retrouvée dans des projets où on parlait de Kobo. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là D'ailleurs, il faut toujours l'expliquer. C'est quoi un Kobo? Un robot collaboratif. Donc, j'ai recherché des définitions, parfois très anciennes, du point de vue de la science, 96, que j'ai un peu oublié, parce que souvent on définit les termes au début de projet, puis après on les oublie, puis après on les relit, on se dit, mais il y avait tout dans la définition du départ. Il y avait les potentiels. Donc en fait, l'objectif peut-être de ce retour d'expérience, c'est de dire que fort en fait des expériences des autres et avec ces définitions-là, il y a vraiment un potentiel pour moi derrière cet outil ou cette machine de pouvoir enfin tenir l'objectif de l'ergonomie qui est d'adapter le travail à l'homme. Voilà. Je dis tiens, c'est une machine intelligente, on va peut-être pouvoir lui donner les capacités d'adapter, de soutenir l'humain et d'adapter le travail à l'homme. Donc en fait, l'objectif, cette définition-là principale de Klein-Peter, un Kobo, c'est pas autonome, il doit pouvoir s'adapter de la manière aussi fine que possible à la singularité de son opérateur et ou de la tâche qu'il a à accomplir. Donc ça, je me suis dit, voilà, on va essayer de faire en sorte que la machine s'adapte, ça serait bien. Est-ce que les collègues informaticiens vont être d'accord pour faire ça? Je ne savais pas trop, ne les connaissant pas. Il s'avère que ceux avec qui je travaille sont super partants pour faire ça. Et que même, c'est un peu un challenge pour eux de programmer de manière singulière et adaptative à chaque opérateur. Donc c'est super. Donc c'est vrai que moi, au début du projet Proc4U qui se termine là, je pensais que j'allais trouver plein de situations de travail où j'aurais des cobos en situation collaborative et en fait, des situations de travail où il y a des cobos, comme on l'a déjà dit aussi ce matin, il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, il y a des statistiques d'associations internationales en robotique qui montrent que la part des robots collaboratifs parmi l'ensemble des installations robotiques est vraiment plutôt faible, pas franchement en progression. Bon, après, c'est à suivre. Donc après, moi, je me suis rendu compte que j'avais projeté sur le robot un statut, j'ai une collègue en sociologie qui dit un statut de créature, donc je pensais que un peu aussi fort de science-fiction, etc., qui pouvait faire plein de choses, mais qu'en fait, globalement, c'était une machine, et que si on voulait qu'il voit, il fallait lui mettre un module de perception avec l'algorithme qui va derrière. Si on veut qu'il entende, il faut lui rajouter un truc. Enfin bref, il faut lui rajouter plein de choses, et que de fait, on peut justement s'adapter peut-être aux besoins qu'on va retrouver en situation de travail et que ces projections qu'on va avoir sur le robot peut aussi parfois limiter les implantations. Et puis du côté de la robotique, ce que disaient les collègues, c'est que finalement, le robot est programmé pour une précision qu'on retrouve très peu dans le milieu industriel avec des gestuels, des forces qui ne sont pas toujours adaptables ou adaptés en fonction des imprévus et que globalement, ils sont quand même assez lents. Bon, donc démarrage de projet, je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc qui est peut-être pas si intelligent que ça, mais les collègues quand même nous ont dit si. Tu verras, c'est une grosse calculatrice, elle peut prendre en charge plein de fonctions, plein de paramètres, donc on va exploiter un peu cette capacité-là. Et surtout, ce qui était intéressant, je trouve, pour un ergonome, c'est que
la conception, elle se passe aussi dans les laboratoires de recherche en informatique par des expérimentations. Ce que un peu j'avais plus trop fait quand on fait de l'ergonomie, on va tout de suite voilà, en industrie. Là, on va concevoir, on va prendre un temps de conception en labo et on va pouvoir refaire en fait des tests utilisateurs, des expérimentations, comme on a vu ce matin aussi ce que font les collègues à l'INRS, en partant de cas de situation réelle. Donc, retour au labo pour moi, qui n'allait plus tellement faire des expérimentations en labo, mais pour mieux concevoir, pour peut-être éviter de mettre aussi en situation de travail des outils qui sont mal conçus. Par ailleurs, donc, du côté plutôt de la communauté on va dire des ergonomes, au démarrage du projet circulaire, on s'est rendu compte que voilà, il y a très peu d'endroits où on avait de la cobotique, qu'il y avait des définitions qu'on mettait un peu tout, on en a déjà parlé ce matin, derrière le terme cobotique, ça regroupait plein d'objets, plein de machines, plein d'outils différents, donc ça valait peut-être le coup aussi de définir ça un petit peu mieux. Et que globalement, des retours que j'avais des collègues qui avaient déjà eu des projets sur le sujet, l'implantation en situation de travail, ça augmentait la charge de travail. Certes, comme on l'a vu aussi ce matin, ça augmentait la charge physique, mais ça augmentait surtout la charge cognitive du travail avec des ajouts d'opérations et aussi un éloignement de l'opérateur de son travail. Je pense qu'on a déjà eu des exemples tout à l'heure. Mais que, là aussi, point intéressant, les collègues nous racontent que finalement, qu'est-ce qu'on fait avec un cobo? On fait de la conception, une assistance classique, des démarches de conception comme les ergonomes ont l'habitude de le faire. Sauf que là, on implante un cobo et pas une machine. Et que donc, on pouvait faire l'analyse de l'existant. On allait se poser à un moment de quelle manière on inclut ou pas les opérateurs. Donc, on peut avoir une démarche participative, comme on l'a vu juste avant. Et qu'on avait aussi des actions d'accompagnement des décideurs. Donc, finalement, on était un petit peu en terrain connu avec une machine nouvelle. Donc, toujours dans la démarche scientifique, je me suis dit, moi, je suis dans un laboratoire de psychologie du travail. Marc-Éric Bobillier-Chaumont a passé son HDR dans notre labo. Je vais regarder un petit peu ce qu'il nous dit sur la conception de nouvelles techno. Est-ce que ça va me faire un guide, moi, pour accompagner les projets? Et donc, en fait, je me suis rendu compte que sur cette première phase d'acceptabilité pratique, où j'aurais tendance à dire ce qui compte, c'est la théorie des IHM, on pouvait effectivement, en conception, bien travailler la programmation et peut-être la robotique. Et donc, on avait vraiment une démarche conception côté informaticien, roboticien. Que du côté implémentation en situation de travail, on pouvait là aussi aller du côté de l'acceptabilité. Je ne vais pas trop en parler là, mais effectivement, voilà, développer des modèles et des échelles de mesure de l'acceptabilité sociale. Et que sur l'acceptation située, vu qu'on n'avait pas tellement d'endroits où on pouvait voir comment les gens s'étaient appropriés, parce que c'est ça l'acceptation située au final, c'est comment ils ont hybridé ça dans leur activité, ça on ne peut pas trop le voir. Par contre, on pouvait utiliser une partie du modèle de Marc-Éric sur ce modèle de l'activité, l'usage réel et l'activité située, pour voir si dans l'activité réelle, on a des conditions favorables ou défavorables pour l'implantation donc des technologies. Donc, c'est qu'avec tous ces points-là et toutes ces références qu'on est parti donc dans le projet Prog4U qui vise en fait à favoriser la programmation d'un robot en manipulant son bras. Et en fait, c'est l'humain qui apprend au robot en le manipulant à faire les gestes, ce qui n'est pas simple du tout d'un point de vue de l'algorithme qui est derrière. On s'est dit, introduire un cobo en situation de travail, c'est à la fois une démarche centrée concepteur, plutôt ergonomie des IHM, UX design, en ce moment on aime bien ce mot-là, voilà. Et en même temps, une démarche assez classique de conception participative, classique même si classique, on redit quand même les choses, et qu'à un moment, les deux démarches se retrouvaient et que l'analyse de l'activité, elle se retrouvait centrale et elle pouvait servir à la fois du côté des concepteurs, des programmateurs et à la fois du côté de l'entreprise, des opérateurs qui avaient aussi son besoin, on va dire, en santé et en performance. Donc, pour illustrer tout ça, on va aussi partir
dans le Limousin. Donc la demande, c'est de mettre en place un opérateur, un collaborateur robot, un cobo, qui va assister un opérateur en sortie de four, ils disent des opérateurs en sortie d'arche. Donc le directeur de l'entreprise, il veut mettre un robot avec ses opérateurs qui récupère, alors ici c'est des bouteilles qui ont été sérigraphiées, donc il y a eu un dessin qui a été fait sur la bouteille en verre, et le dessin a été cuit dans le four, et ensuite les opérateurs ramassent les bouteilles et les mettent en palette. Et évidemment, quand les bouteilles se rapprochent du bord, il y a un risque de casse. Donc il y a une espèce de pression au fait qu'il faut vraiment tout ramasser, toute la ligne, avant que le produit se casse, plus un contrôle visuel de la qualité de la sérigraphie. Donc, on a deux configurations. Là, c'est bouteille, là, c'est bro, c'est vos verres doseurs d'une marque qu'on ne va pas dire, qui permet de faire de la cuisine et de savoir si on a mis assez de farine, de sucre et de liquide. Donc là, en fait, les verres sont récupérés un par un. Et en fait, dans cette cellule-là de travail, on a plus d'opérateurs. On a un opérateur qui va mettre en carton un par un les verres doseurs, un autre ensuite qui va fermer le carton et mettre sur la palette. Donc l'objectif de départ, et ce qu'on nous annonce, c'est on va mettre un collaborateur robot ici. Donc, on va analyser l'activité de travail de ces opérateurs. Et comme on est des ergonomes, on ne fait jamais ce qu'on nous dit au départ. Donc, en fait, on se dit, non, il a cette idée-là, mais je vais quand même aller faire l'analyse de l'existant. Et puis, on verra si c'est vraiment là qu'il faut mettre le robot. Ça rejoint un peu ce qui a été dit avant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce projet, juste pour dire en quoi on est plutôt dans une démarche de conception participative. On a fait des observations filmées de l'activité, on a été sur les situations de travail, on a fait des process, et en fait les process, ils ont servi aux programmateurs pour faire leur algo de planification du futur cobo qui sera peut-être mis. Donc ça, j'ai trouvé ça super qu'un outil que l'on réalise souvent en intervention, servent à la fois pour la programmation, mais aussi par rapport au directeur de l'entreprise, pour discuter de la pénibilité, pour dire rapidement, des postes, et pour la discussion avec les opérateurs. Donc en deuxième phase, on a organisé des entretiens d'autoconfrontation autour du film du travail, et puis des process, avec l'idée de demander aux opérateurs quelles sont les tâches que vous auriez envie de donner au robot. Vous allez avoir un collaborateur robot avec vous, vous avez envie de déléguer quoi? Et en fait, nous, notre hypothèse de chercheurs, c'était ils vont vouloir donner le plus pénible. Bon, et comme on est chercheurs, on a voulu voir s'ils allaient vraiment donner le plus pénible, et on va voir que ce n'est pas forcément le plus pénible qu'on veut donner au robot. Donc, on a évalué d'une part la pénibilité des postes, comme on sait le faire, avec nos recommandations, les hauteurs, les charges, etc. Et puis, on a demandé aux gens, comme on l'a vu aussi dans d'autres études, d'évaluer la pénibilité subjective sur une échelle, qu'est-ce qu'ils trouvent le plus, le moins, etc. Avec une redondance des facteurs de pénibilité dans les deux situations. Et puis, donc ça, je reviendrai là-dessus. Après, en dernière phase, on a recherché, une fois qu'on avait repéré quelles tâches on allait déléguer au cobo, on a organisé des simulations organisationnelles. Alors nous, on n'avait pas un joli petit plan en 3D, on a fait du papier plume, des petits bonhommes, mais ça marchait aussi. Simulation d'activité future, donc là, on est dans des démarches assez classiques de conception, et entre-temps, on a changé la place où le robot allait être le plus utile. Donc, effectivement, retour aux décideurs de l'entreprise et retour aux programmateurs. Donc, je voulais juste revenir sur cette pénibilité subjective qui a permis ensuite d'être un point en fait de départ du deuxième projet ANR qui est en cours. Donc, en fait, on a fait nos analyses, on a 8 participants, mais on fait des moyennes. Voilà, on fait toujours ça souvent dans nos travaux. Mais quand même, quand on fait les entretiens, on se dit, mais ils n'étaient pas tout à fait d'accord, les opérateurs, sur ce qui était vraiment pénible dans le travail. Et donc, certes, c'est intéressant de faire les moyennes, puis après, on fait les écarts types, c'est les boîtes à moustaches. Donc, en fait, c'est la manière dont les gens se représentent autour de la moyenne, qui est représentée par la petite croix. Et on se rend compte sur la répétitivité des mouvements, on a vraiment des écarts énormes entre les opérateurs. Et on s'est dit, on ne peut pas les considérer comme
un groupe, ils sont tous d'accord, les mouvements, les mouvements répétitifs, c'est pénible. Bah non, en fait, ils sont chacun différents. Et si le Kobo peut s'adapter à la singularité, et ben dans ce cas-là, à ce moment-là, on se dit, bah, le Kobo, ça serait bien que ceux qui trouvent que la répétitivité c'est pénible, ils travaillent là, enfin, ils les aident là-dessus, puis d'autres, bah, ils leur laissent la répétitivité des mouvements si c'est ça qui leur plaît. Donc voilà, je vous ai mis quelques extraits de verbatim. Il y a un opérateur qui va nous dire, pour moi, c'est pas pénible, répéter les mêmes gestes, les mêmes mouvements, répéter les gestes, faire le même travail, ça ne me gêne pas. Donc lui, si on lui enlève ça, ben, qu'est-ce qui va rester aussi de ce qui lui plaît dans le travail? Alors bien sûr, dit comme ça, isolé, ça fait bizarre. Il y en a un qui va nous dire, bah, se pencher, c'est de la fatigue, etc. Et puis un autre qui va nous dire, ben, c'est sûrement pour ça que j'ai mal au cervical, etc. Et que, bon, bah, à cause de la répétitivité, ça, je veux bien le donner à l'opérateur. Donc, on s'est dit, il y a quand même des variations, des variabilités, on le sait, en ergonomie, c'est un terme qu'on travaille, mais sur le vécu du travail aussi. Et que ça serait trop dommage de normaliser la solution si on ne tient pas compte, en fait, des préférences de chacun. Si cette machine, elle est si intelligente et si adaptable, c'est comme nous, nos téléphones, on a tous personnalisé la manière dont on a mis les icônes. Pourquoi on nous mettrait un robot, un bras collaboratif qui nous imposerait à tous la même situation? Et donc, en fait, effectivement, on s'est rendu compte que quand on demandait aux gens, mais quelle tâche pour le même travail vous voulez déléguer au Kobo, eh ben, certains, c'était la charge mentale. Moi, je veux garder le travail répétitif, le travail physique. Par contre, j'aimerais bien qu'il fasse le contrôle visuel. Voilà, que j'ai plus qu'à poser mon verre et le mettre sur le convoyeur. Donc, il y a quand même 3 opérateurs sur les 8 qui nous disent, bon, finalement, le contrôle, avec cette pression aussi de faire un bon contrôle qualité, ils préfèrent que ce soit le robot qui le fasse et puis qu'eux gardent la charge physique. Il y en a d'autres, bah, au contraire, ils vont nous dire, moi, je préférerais que ce soit la charge physique qui soit déléguée au robot. Et puis, il y en a deux autres qui nous disent, moi, je voudrais plutôt qu'il m'aide, voilà, qu'il soit là en aide, qui me passe des cartons, enfin, quelque chose d'assez dynamique. Alors là, ces volontés des opérateurs, ça n'a pas du tout gêné le directeur de l'entreprise, qui était très partant pour qu'on fasse plaisir aux opérateurs. Par contre, les informaticiens, là, ils se sont dit, alors le contrôle visuel sur un outil en verre, ça va être compliqué. La répétitivité, oui, d'accord. L'aide pratique, ça veut dire qu'il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils comprennent l'intention de l'opérateur. Bon, voilà. Mais en fait, finalement, la fin du projet, elle a été plus tirée par la possibilité de programmer que par finalement des réels besoins, on va dire, de la situation. D'ailleurs, il n'y a pas de Kobo à la fin de l'histoire, toujours pas de robot en situation. Ouais, j'avais 2 exemples, mais je vais en faire qu'un seul. Donc, finalement, ce qu'on retient de cet exemple-là, c'est qu'au départ, la position envisagée par le directeur d'entreprise, c'était sortie de four. Objectivement, d'après nous, les analyses du travail, on se dit la partie où il y a le plus de facteurs de pénibilité, où il y a le plus d'enjeux, où il y a vraiment des grosses contraintes, puis en plus, on va pouvoir maintenir l'emploi parce qu'il y a vraiment besoin de travailler à 2. C'est au conditionnement, à la mise en carton qu'il faudrait mettre le Kobo. Et puis là, du coup, on a les concepteurs qui vont nous dire non, là, c'est compliqué, on va pas pouvoir, vu le produit, vu le carton, etc. Donc, au final, aujourd'hui, sur une aide à la palettisation. Donc, on a fait un compromis, facteur de pénibilité, ressenti du travail et possibilités techniques. Et bon, bah, voilà, c'est un premier pas, mais tout ça pour dire, en fait, retenir de cet exemple-là. Alors, j'avais 2 exemples, mais j'en présenterai qu'un seul. L'autre, il était plus sur démarche centrée expérimentale, mais c'est pas grave. C'est qu'il y a une importance dans la conduite de projet, donc ça rejoint tout à fait ce qui a été dit avant, que évidemment il faut questionner ces choix d'implantation, qu'il faut les discuter et les travailler avec les opérateurs, la direction, etc. J'insisterai sur les capacités du Kobo, les connaître et les utiliser. Trop souvent, en fait, on veut mettre des robots qui vont mimer les gestes humains, et d'ailleurs, c'était le cas de Proc4You, puisque c'est l'humain qui va montrer le geste au robot. Mais pourquoi? Si un bras, il a 7 axes, et que le bras humain, il n'a pas 7 axes,
pourquoi en fait on ne considérait pas une équipe humain-robot qui va s'appuyer en fait sur les potentiels et les capacités de chacun. Voilà, essayer de voir qu'est-ce que peut faire le robot de plus, notamment par exemple, je crois qu'on a entendu parler ce matin, aller chercher dans des hauteurs de poste, hauteurs de travail que l'humain ne peut pas faire. Au moins là, j'utilise le robot dans sa capacité que l'humain n'a pas. Par contre, trouver en fait ces questions-là de qui peut faire quoi et qui a les meilleures compétences ou capacités, ou bon, bref, on pourra en discuter après, pour faire les tâches qui sont allouées. Cette étude, elle nous a vraiment rappelé, en tout cas surtout à moi, ergonome, mes collègues psychologues du travail pas du tout, qu'il faut prendre en compte le vécu subjectif des travailleurs. Oui, la délégation des tâches au cobots correspond souvent à celles qu'ils perçoivent comme étant les plus pénibles, mais il n'y a pas forcément un consensus au sein du collectif. Et alors, est-ce qu'il faut le chercher, le consensus? Si ce cobot peut s'adapter à la singularité, peut-être pas. Que voilà, la pénibilité du travail, ça c'était ce qu'on travaille aussi dans la suite des études, elle va être dépendante du sens qu'on va donner au travail, sens du travail qu'on a déjà entendu plusieurs fois. Et qu'on va faire une analyse des gestes professionnels sous toutes leurs dimensions, donc comme on a entendu ce matin, comme j'ai eu la visite de Willy Bushman la semaine dernière au labo, dans une approche diachronique, c'est-à-dire refaire l'histoire aussi du geste et des changements dans l'entreprise. Et vraiment penser le cobo comme une aide pratique. Voilà. Et après, la question qui nous reste et qu'on nous pose, c'est comment le cobo il peut comprendre, anticiper les intentions de l'opérateur, ça c'est moins sûr. Je parie, on a eu la chance de discuter avec Pierre Falzon qui disait comment le cobo peut déjà détecter l'intention de l'opérateur, sans tomber dans des modèles prédictifs, statisticiens, voilà. Et a priori, une solution, ce serait de revenir sur des vieux travaux de Hock sur le modèle de la tâche. C'est vrai, la transition avec... Voilà, a priori, ce serait ça la piste, mais je ne l'ai pas encore travaillé. Bien, merci Aurélie pour cette présentation. Merci. Donc Jean-Christophe Lézy, NRS. C'est pas une question, c'est une remarque. Merci beaucoup pour... du coup, je fais les questions qui n'en est pas une. Il fallait prendre la parole. Non, merci beaucoup pour votre intervention. Et ma remarque, encore plus merci parce que vous analysez le besoin. On a énormément parlé ce matin. Et par contre, on s'aperçoit qu'il y a zéro technique qui réponde à tout ça. Donc, c'est super. Parce que pour une fois, on va chercher la technique qui répond à un besoin et non pas on va prendre une technique qui existe sur le marché que quelqu'un a sorti. Voilà, donc on se revoit dans une vingtaine d'années peut-être et puis on en discutera. Merci. On continue entre collègues. Merci Jean-Christophe. Adriana Savescu et NRS. Merci pour ce point de vue. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est cette question, doit-on trouver un consensus? Je trouve que voilà, on est dans quelque chose qui, voilà, pour s'adapter à cette variabilité, que ce soit motrice ou pas, qu'elle soit de la situation ou pas, doit-on trouver un consensus? Je trouve ça très intéressant. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que le vécu des opérateurs chercheraient une aide à différents niveaux et que cette machine qui serait intelligente, n'est-ce pas Jean-Christophe, elle pourrait-elle répondre à tout ça? Voilà, question. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans nos présentations en général, la situation actuelle devient tout d'un coup une situation idéale. Or, en fait, rappelons-nous, en fait, si on est là, c'est que parce que la situation initiale, elle est vraiment dégradée. Les gens en souffrent vraiment au travail, c'est pour ça qu'on se pose la question. Et qu'à chaque fois, j'ai l'impression, dans votre présentation, vous l'avez montré, avec le travail de Clara, on l'a vu aussi, on a l'impression qu'il y a comme une sorte de fatalité au travail. Les opérateurs, voilà, ils souffrent au travail, mais enfin, ça fait partie du travail, on l'a vu dans d'autres études, et qu'avec ces nouvelles questions de
situation nouvelle, de quelque chose qui nous interroge, on remoue un tout petit peu ça. Et est-ce que c'est pas à nous justement, de pouvoir mettre en avant ce qu'on pourrait apporter de positif pour apporter aussi cette nouvelle connaissance aux opérateurs, aux entreprises, pour les orienter vers des situations de travail, reconcevoir les situations de travail pour qu'elles soient en faveur de la santé de ces opérateurs. En fait, c'est vrai qu'on implante un cobo, une machine dans une situation de travail qui a déjà plein un environnement compliqué et qui est déjà là. Et dans l'entreprise, là, en tout cas, celle-là où on est allé, les opérateurs, ils travaillent sur des bureaux avec des tailles différentes. Enfin bref, il y a tellement de choses à faire avant de mettre un cobo. Donc c'est vrai que j'ai présenté la moitié des diapos que j'avais prévues. Il y en a une qui disait, réduisons déjà, modernisons tout. Mais ça rejoint tout à fait ce qui a été dit avant. C'est regardons l'état des lieux, la situation de travail et voyons en fonction du besoin si l'aide cobotique et quelle aide cobotique. J'ai bien aimé les tableaux là, d'aide à la décision, si c'est ça le plus adapté. En fait, on est vraiment dans une démarche de conception pour laquelle on a été formé et sur lequel il faut continuer vraiment de s'appuyer. Sinon, on est tenté par, j'ai une technologie, il faut la mettre. Non, il faut qu'on résiste, je crois, à ça, tout en voyant le potentiel de la technologie quand même, de pouvoir s'adapter aux individus. Après, c'est pareil, on a déjà fait des bureaux, des tables qui sont adaptables aux gens. Pour autant, les gens, ils vont pas prendre toujours le temps de mettre à la hauteur qui leur convient. Alors que ce que je voyais là potentiellement dans la machine, mais ça pose d'autres questions, c'est qu'elle va peut-être reconnaître Gérard qui arrive sur son poste et elle va dire « Ah bah Gérard, il aime bien ça ». Ça pose des questions juridiques ensuite, etc., éthiques. Mais bon, on le fait déjà un petit peu. Il y a une suggestion à distance qui s'affiche là-haut. Pouvez-vous évoquer la piste expérimentale dans cette phase de discussion? Donc ça, je pense que ça fait référence à ce que tu n'as pas présenté. Ouais. Oui. En 3 minutes. Alors, donc là, dans la phase expérimentale, on fait un peu comme nos collègues de l'INRS, sauf que nous, on fait une tâche d'assemblage avec des Legos. J'ai bien aimé les écrous, etc. Et donc, ce qu'on veut voir, si quand on mesure la charge cognitive avec des variables comportementales, voilà. Et on a comparé donc une tâche d'assemblage de Lego sur la base d'un modèle d'un humain tout seul avec un robot qui vient aider l'humain, sachant qu'on voulait que le robot n'impose pas l'ordre des tâches de travail à l'humain. Donc on a laissé soit l'opérateur il fait tout et le robot il a à peine posé une pièce, soit en fait l'opérateur il se met un peu en attente et c'est le robot qui va faire des trucs. Bon. Et on a voulu mesurer la charge mentale, donc on s'est rendu compte que globalement, il y avait quand même une diminution du nombre de gestes. Un geste, c'est de la charge cognitive aussi. Donc, diminution du nombre de gestes quand on collabore avec un robot. C'est cool, bon, ça peut être pas mal, notamment pour la prévention des TMS, c'est peut-être bien de réduire les gestes, il faut voir lesquels on réduit, etc. Une diminution du nombre d'erreurs, donc il y avait plus de produits fiables qui étaient sortis, l'assemblage était mieux fait, voilà. Par contre, une augmentation du temps de réalisation de la tâche, hyper augmentée. Et on a fait passer aux participants une échelle d'évaluation subjective de la charge mentale qui est très connue, la NASA TLX, là. Et on n'a pas eu d'augmentation de la charge cognitive ni de diminution. Donc on s'est dit, c'est pas mal que ça bouge pas parce que on introduit quand même un cobo dans la situation, on rajoute des consignes, ça aurait pu un peu augmenter la charge cognitive. Il y a un maintien, voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé en phase expérimentale, c'est qu'on a eu beaucoup de bugs du robot, donc on les a analysés. Voilà. Donc, on va refaire une deuxième manip avec moins de bugs, là, on était dans les situations qu'on a vues un peu ce matin, où c'est les opérateurs qui attendent le robot. En fait, c'est les humains qui s'adaptent au rythme de travail du robot. Et alors ça, moi, tant que je serai dans les projets, ce sera jamais le cas. C'est pas possible, il faut que ce soit le robot qui s'adapte à l'homme, pas l'inverse. Mais bon, voilà. Et c'est pas ça qui se passe, et c'est pas normal. Donc voilà. Je sais pas où est-ce qu'on présentera. Je voudrais aussi dire un petit mot à l'intervention que j'ai trouvée super intéressante
À savoir, est-ce qu'on oppose un déterminisme à un autre type de déterminisme, le déterminisme technocentré, on lui oppose un déterminisme anthropocentré, ou alors un déterminisme de l'activité réelle, si on veut être très précis. Moi, enfin, c'est une vraie question, mais je ne pense pas que le fait de s'intéresser aux activités humaines en situation de travail ou d'usage soit pour les considérer comme étant un idéal auquel il faut absolument tendre comme étant parfait. Je ne crois pas du tout, bien au contraire. Mais en même temps, par rapport à ces questions-là, effectivement, comment faire d'un Kobo qui, quoi qu'il en soit, sera une sorte d'artefact dans un premier temps, mais un artefact qui a toutes les possibilités potentielles de devenir des instruments pour les gens qui les utilisent. Non pas pour faire exactement comme avant, parce que de toute manière, c'est pas possible. Vous introduisez un crayon ou un stylo, vous transformez la séance de travail, alors que dire d'un Kobo. Donc l'idée d'une approche passéiste, à savoir que le présent ou le passé est meilleur, je ne crois pas qu'elle soit moteur quoi, dans les approches en question. Mais c'est une vraie question aussi. Hein. Effectivement, est-ce qu'on n'impose pas une forme de déterminisme face à un autre ?